Du coup, merci à Exalt d'avoir organisé cette soirée. Euh, on va parler un petit peu d'économie, un petit peu d'histoire et beaucoup de Paladin. J'espère que ça va vous intéresser. L'idée, c'est de présenter en quoi aujourd'hui Paladin, c'est le marché de l'influence et ça va devenir demain le chemin d'entrée vers ce qu'on va appeler l'économie de participation. Donc comment est-ce qu'on pousse pas les 1 million ou 1 milliard de prochaines personnes en finance décentralisée, mais comment est-ce qu'on pousse les 1 million ou 1 milliard de prochaines personnes à construire cet écosystème et à en vivre. Je pense que c'est extrêmement important, parce que comme on va le voir, en fait, les DAO, elles sont pas censées vivre 2 ou 3 ans, 5 ans, 10 ans comme une entreprise, et après elles meurent. Sinon on a créé quelque chose qui sert à rien. On est censé créer des communs financiers, des choses qui sont durables, et si on veut le faire, il va falloir créer des systèmes pour que les contributeurs puissent se renouveler. Donc voilà. Ok, du coup, on va juste commencer un petit peu avec comment fonctionne la gouvernance, très rapidement. L'idée, c'est juste de vous donner des définitions, comme ça vous comprenez un petit peu sur quoi on a basé nos réflexions chez Paladin. Donc tout simplement, la gouvernance, en fait, c'est un système de coordination. Et en fait, ça nous permet, nous, en tant qu'espèce humaine, d'équilibrer la survie et le libre arbitre, donc décider concrètement ce qu'on va faire. Et ça s'exprime par de la prise de décision. Donc en fait, dans nos sociétés modernes, ça s'exprime par le droit, par des normes, par du pouvoir pur, si vous êtes riche, si vous êtes beau, et par le langage. Ça, c'est très rapidement comment est-ce qu'on exprime de la gouvernance. On va se concentrer sur la gouvernance financière, parce qu'on est en finance décentralisée essentiellement, et que c'est là-dessus que nous, on a fait le choix de se spécialiser pour le moment avec Paladin. La gouvernance financière, elle a apparu au XVIIe siècle, très rapidement, au niveau des compagnies hollandaises, pour financer les explorations, parce que les États n'étaient pas capables de le faire. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était les nations qui finançaient quasiment toute l'économie. Et en fait, ça a continué à durer pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et donc on n'a vu quasiment aucune innovation, pendant l'ère hollandaise et l'ère anglaise, sur la gouvernance d'entreprise, et même sur les formes d'entreprise classiques. Ça a été réinventé, en fait, au XIXe siècle, fin du XVIIIe et du XIXe, lors de la conquête de l'Ouest américaine, parce qu'en fait, les nations n'avaient pas de contrôle. Ils n'étaient pas en train de réglementer, de contrôler ce qui se passait dans ce nouvel Ouest américain. Et donc, en fait, il a fallu que les entreprises qui faisaient des bénéfices là-bas fassent la loi. Et donc, elles ont dû se structurer. Et en fait, si on regarde jusqu'à maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, on a des entreprises qui ont commencé à être de taille internationale, mais on n'a eu quasiment aucune innovation en termes d'organisation financière. Les entreprises sur les 200 dernières années n'ont pas évolué. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on a créé des entreprises? En fait, c'est une théorie d'un économiste qui s'appelle Ronald Coase. On a fait ça parce que ça permet de fluidifier la vitesse de l'information. Parce que vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes contractualisé avec lui, vous savez que vous avez un pacte d'associés, vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez lui communiquer tous vos résultats de vos recherches, vous pouvez lui communiquer tous vos plans, vous pouvez partager des plans financiers, tout simplement parce que vous travaillez ensemble et qu'il y a une garantie, qui est en l'occurrence protégée par le droit. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, si on pense à la crypto, et là, c'est pour ça que je me suis permis de mettre cette définition, parce que ça va vous expliquer comment est-ce qu'on a fait ce cheminement-là. La base de la crypto, de la blockchain notamment, c'est de permettre de faire de la coordination sans la confiance, ce qu'on appelle le trustless. Pourquoi? Et ça, c'est une notion très importante. C'est pas parce qu'on a créé quelque chose de miraculeux, c'est parce qu'on remplace cette confiance par du contrôle algorithmique. Vous n'avez pas le choix, parce qu'en fait, l'algorithme fait la décision et l'exécution automatique. Donc par exemple, une banque traditionnelle, c'est elle qui choisit de vous octroyer un prêt, mais si vous n'êtes pas capable de le remplacer, en fait, vous allez avoir un arbitrage, ils vont essayer de trouver des moyens de remboursement et vous pouvez vous placer en situation de liquidation. Sur AV, vous essayez d'emprunter un emprunt, tout d'un coup vous passez sous le seuil de liquidation, vous n'avez plus d'argent. C'est important. C'est-à-dire que c'est de l'exécution automatique. Et donc pourquoi est-ce que c'est important, cette histoire-là, de passer en trustless? En fait, ça veut dire qu'on n'est plus enchaîné à un contrat. Qu'en théorie, on n'a plus forcément besoin d'une entreprise. Le contrat informatique, le smart contract, peut remplacer la notion d'entreprise. Et donc, l'importance de la gouvernance décentralisée, c'est qu'elle permet de structurer toute cette cohérence-là. Et surtout, elle permet de changer les paramètres. Il y a deux écoles en termes de gouvernance en crypto. Celle de la minimalisation de gouvernance et celle de la gouvernance décentralisée. Donc, il y a toute une partie des gens, notamment de très grands investisseurs comme Paradigm, qui sont convaincus que la gouvernance n'a aucun sens et qu'il faut tout mettre directement dans les paramètres. Le problème de cette théorie, et moi je me mets vraiment à l'opposé de celle-ci, c'est qu'en fait elle est absolument incapable de prendre de 1 la variation humaine, la faiblesse humaine, et de 2 elle n'est pas capable de prendre en compte le contexte. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans le code, bah, votre protocole ne sert plus à rien. Et donc c'est probablement ce qui va se passer avec Liquidity s'ils ne font pas quelque chose de nouveau. Ça c'est tout bête. Hein. Mais donc ça va nous amener au DAO. Donc on utilise beaucoup le terme DAO, vous devez l'entendre partout. Tout le monde essaie de créer une DAO, tout le monde lève des millions sur des DAO. Une DAO, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization. Les gens ont tendance à confondre un peu autonomous et automatique. On a parlé du fait que c'était exercé automatiquement,
mais par le smart contract, mais il faut faire attention. Autonomous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est géré par lui-même. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une norme supérieure aux normes de la DAO. Donc en théorie, ces contrats, ou en tout cas les règles internes de la DAO, lui permettent d'être autonome entièrement, sans avoir un état, sans avoir juste tourné avec sa communauté. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'il y a deux choses. Il faut que les règles qui soient dans ces DAO-là, elles permettent que ce projet, cette organisation, vive en autarcie. Et aujourd'hui, la plupart des projets qui le font ne sont pas réellement des DAO. On n'avait pas forcément besoin de DAO, de smart contracts pour faire des DAO, mais vice-versa. Les smart contracts on ne peut pas créer une organisation autour de smart contracts si on n'a pas créé une DAO. C'est tout simplement impossible, juste en termes de logique. Ce qui est important de comprendre dans cette histoire, et ce grand tournant-là, c'est que si on est capable vraiment de faire la coordination sans confiance, eh bien en fait, on est capable de faire de la coordination exponentielle. Ça veut dire que vous et moi, juste avec une notification de téléphone, on pourrait être capable de se coordonner sur quelque chose. Une action en gouvernance, par exemple. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on va pouvoir être capable de faire un peu comme le concept du flash mob, mais beaucoup plus rapidement et sur des opérations financières extrêmement complexes, par exemple. Donc c'est ça l'importance de la gouvernance. Du coup, quelques chiffres pour comprendre un petit peu ce que c'est. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 détenteurs de jetons de gouvernance. Rien que sur Uniswap, il y en a 320 000, si je ne dis pas n'importe quoi. Sauf que on vous dira souvent qu'il y a moins de 5% de participation, donc c'est un chiffre qu'on utilise beaucoup. Ça, c'est le nombre de jetons qui sont utilisés. En réalité, on est à moins d'1% sur les adresses qui participent actuellement en gouvernance. Donc si vous regardez, Uniswap 320 000 holders, environ 3 000 qui ont participé au moins une fois en gouvernance. C'est ridicule. Quand on vous dit que c'est le début, c'est juste qu'en fait, il y a énormément de gens qui ne sont pas intéressés par cette participation en gouvernance. Et c'est normal, il faut qu'on construise des solutions pour prendre ça en compte. Il y a beaucoup de systèmes de gouvernance, il y en a de plus en plus. Donc chacun des frameworks différents, c'est-à-dire que c'est compliqué de tous les intégrer. Il y a énormément de temps qui est nécessaire pour comprendre comment tout ça, ça fonctionne et surtout pour suivre l'actualité. Ce sont des protocoles complexes. Je vous invite à suivre par exemple Angle, être capable de comprendre tout ce qui se passe en gouvernance. Et ils font un très bon travail de faire un résumé à la fin de chaque semaine. Ça demande un vrai travail et être capable d'être force de proposition de manière qualitative, c'est presque un travail à plein temps de le faire dans les DAO. Aujourd'hui, on n'a pas encore créé les cadres nécessaires pour permettre à des gens de contribuer, notamment parce qu'il faut les payer en fait, c'est un métier à plein temps. La dernière chose, c'est qu'il y a plus de 10 milliards d'actifs en fait, dans les DAO. Alors attention, je ne parle pas de leurs jetons de gouvernance, 10 milliards d'actifs en USDC, en ETH qui ont été confiés à des DAO. C'est très important parce qu'en fait, ce sont des entités qui sont à maturité. Ce sont des entités qui parfois font des dizaines ou des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ce sont des entités qui pèsent plusieurs dizaines de milliards pour certaines, mais qui n'ont pas la maturité en matière de gouvernance. Donc en fait, en 2 ou 3 ans, on a créé des systèmes qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement gros, mais qui n'ont pas du tout la capacité de se coordonner comme devrait le faire une entité de leur taille. C'est-à-dire que c'est des systèmes extrêmement fragiles. Donc ça veut dire deux choses. La réglementation arrive, des fonds d'investissement qui connaissent arrivent, ils n'ont aucun problème à prendre très vite le dessus. Et c'est ce qu'on voit quand on dit oui, les VC prennent le dessus dans le milieu de la crypto. Pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas créé les structures pour le faire. Et du coup, Paladin, ça sert à quoi? Alors, on vous a quand même essayé de planter le décor. Nous, on veut faire quoi? On veut démocratiser l'activisme. Ça veut dire qu'on veut permettre à plus de gens de pouvoir rentrer, comprendre comment fonctionne tout ce secteur-là et notamment participer, tout simplement, et plus loin, gagner leur vie. On veut cristalliser la valeur du jeton de gouvernance. Quand vous regardez n'importe quel token de gouvernance, on les appelle les jetons sans valeur. Malheureusement, c'est faux, on dit ça pour des raisons réglementaires. Vous avez 2 valeurs essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle le premium de spéculation. Combien est-ce que la prochaine personne qui va l'acheter est prête à l'acheter? Ça, c'est celui qui prend le plus le dessus. Et la deuxième, celle dont on ne parle pas assez, mais qui pour moi est en fait la valeur, je dirais, plancher d'un jeton, c'est ce qu'on appelle le premium de gouvernance. Quelle est la valeur que détient le pur droit de vote de ce jeton? C'est extrêmement important, parce qu'en fait, ça permet de repenser totalement tous les modèles. Et donc Curve, par exemple, avec les Curve Wars, on peut le penser de cette manière-là. Juste avec le premium de gouvernance. Et donc ça veut dire qu'en fait, on peut être très confortable avec son jeton, pas parce qu'on est dans une mentalité spéculative, mais qu'on peut penser avec du pouvoir, avec la valeur de l'influence de ce jeton-là. Et donc nous, en créant les marchés d'influence qu'on a fait, on essaie vraiment de cristalliser cette valeur. Notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vendent leurs actifs en se disant c'est un prix qui est suffisamment élevé. Mais ils ne se rendent pas compte que les gens qui achètent derrière, ils achètent parce qu'ils voient l'influence que le jeton peut leur donner. Et donc ça veut dire quoi? On a beaucoup de petits holders, que de nombreux protocoles ont fait très attention à leur faire parvenir token pour bien les distribuer, pour avoir quelque chose de suffisamment décentralisé, ils vendent à des fonds. Ils vendent à des gros investisseurs qui, eux, ont compris la valeur du jeton et qui les achètent à des prix où ils sont confortables parce qu'ils visualisent ce premium de gouvernance. Et la dernière chose dont j'ai parlé et qui est probablement la plus technique et qui est finalement long terme pour Paladin, c'est permettre l'avènement de coalitions éphémères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, moi, tous ensemble, on peut être capable de se dire on n'est pas d'accord sur ce sujet et très rapidement se lier
et faire une action en gouvernance. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, sur des sujets écologiques, sur des sujets politiques, on peut être tous contre ce qui se passe dans une entreprise. On va se dire, ah, mais pourquoi Facebook est si puissant? Comment ça se fait? Facebook, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Je ne saurais pas vous dire combien est-ce qu'ils ont de flottants, mais on peut très rapidement tous devenir actionnaires et participer, faire une motion en gouvernance. On n'a pas forcément les outils financiers, on n'a pas forcément les outils juridiques, mais le jour où on les aura, on sera totalement capable de le faire. Et donc ça, c'est une évolution de mentalité qui est nécessaire si on veut vraiment arriver à dépasser le stade du capitalisme dans lequel on est aujourd'hui. Donc, on fait quoi? Alors aujourd'hui, on a deux solutions techniques qui sont en fait basées sur le prêt de droit de vote. La première, ce qu'on appelle Paladin Lending, et je suis désolé, on a une deuxième solution parce qu'elle est un peu différente techniquement, ça peut porter à confusion le fait qu'on ait deux DAP avec deux noms différents. Très simple, en fait, vous prêtez des jetons de gouvernance. Donc en fait, vous les déposez dans notre protocole, Uni, Comp, AV, StakeAV par exemple. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on va juste vendre le mandat de droit de vote à des gens qui sont prêts à l'acheter. Donc si vous ne participez pas en gouvernance, comme 95% des gens, vous pouvez le vendre et obtenir plus de yield. Si vous, au contraire, vous voulez faire des actions en gouvernance et que vous n'arrivez pas à taper le quorum, parce qu'en fait, vous n'avez pas l'attention nécessaire, et on se rend compte que plus de la moitié des proposals n'atteignent pas le quorum, bah vous pouvez venir emprunter et faire passer le vote. Voilà. Aujourd'hui, on fait environ 7% de rendement sur Uni, il me semble que c'est le plus gros rendement sur Uni, et on fait entre, ça dépend où vous le placez, entre 21 et 40, et ça a dû baisser, on s'est fait diluer, mais 21 et 32% sur AV et StakeAV. Donc on a des rendements qui sont relativement élevés. Voilà ce qu'on fait avec Paladin Lending. En fait, on a voulu itérer parce qu'on s'est dit c'est bien. On a fait la première base de la gouvernance. Et vous allez voir que c'est un peu la thématique que je suis en train de montrer. Il y a une énorme innovation en gouvernance qui est en train d'arriver, en économie, en sociologie, mais notamment en gouvernance. Et donc, on est en train de voir des modèles comme celui de Curve. Curve, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fragmenté le pouvoir de gouvernance. Donc la gouvernance en crypto, c'est pas comme une gouvernance d'entreprise. Elle est là, il va 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui, quand ils ont un quorum nécessaire, peuvent créer un vote en gouvernance. Ce qui devient intéressant, c'est que si vous pouvez créer ce vote, vous ne pouvez pas juste le créer pour dire je veux changer le salaire de quelqu'un, je veux virer, Vous pouvez choisir des partenariats, des émissions, des investissements, etc. Et Curve, ils ont fragmenté leur droit de gouvernance en 3 types de votes. 2, on va dire. Celui de gouvernance pure et dure, contrôle des paramètres, et celui du contrôle des émissions. Et en fait, le contrôle des émissions, c'est une partie qui est purement économique. Et donc en fait, les Curve Wars, c'est un calcul qui est purement économique. On peut parler de gouvernance, c'est de la gouvernance effectivement, mais c'est purement sur un côté économique. Donc nous, on a bossé pendant 9 mois, on s'est fait front-run par plusieurs protocoles d'ailleurs, pour être les premiers à sortir quelque chose sur le V-Token. Et on a sorti ce qu'on appelle Warden. Aujourd'hui, Warden, c'est le seul protocole qui permet de vendre et d'acheter du boost sur Curve. Donc sur Curve, ce que vous faites, c'est que quand vous farmez, donc vous déposez des jetons LP, de la liquidité, vous pouvez farmer à un plus ou moins grand montant en fonction de combien de VE-CRV vous disposez. C'est un jeton non transférable, il faut le bloquer pendant 4 ans. Sauf que si vous ne farmez pas sur Curve, votre ressource n'est pas utilisée. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de vendre votre boost ou d'en acheter si vous n'avez pas envie de vous bloquer pendant 4 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on attire beaucoup de VE-CRV holders. On a fait juste une campagne, on a sorti le produit à 1 mois et demi, on a attiré quasiment 5 millions de VE-CRV. En fait, une fois qu'on a tous ces gens et qu'on leur propose un rendement, qu'on est capable d'avoir un produit qui fonctionne, et ben en fait, on peut leur proposer d'autres services. Donc c'est ce qu'on va annoncer probablement bientôt, c'est qu'on ne va pas forcément faire que du boost, mais on va vendre d'autres services de VE-CRV. Et tout d'un coup, Warden, ça devient une plateforme qui fait du full stack service pour les V-tokens. Et comme Pablo l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de gens qui sont en train d'adopter le système V-token, donc nous, ça nous permet d'itérer assez rapidement pour des projets qui sont intéressés et qui sont capables d'avoir suffisamment de mentions. Et donc c'est comme ça que Paladin est en train de devenir le marché le plus complet d'influence en crypto. Vous allez sur Paladin, vous pouvez acheter ou vendre du droit de vote, du boost et éventuellement des jauges. C'est extrêmement grand parce que ça veut dire que globalement, on a vraiment tout ce panel de l'influence. Et donc c'est-à-dire qu'on est capable de concentrer le pouvoir qui existe en crypto à travers notre protocole. Et nous, toutes nos tokenomics, ça va être basé autour de ça. En fait, ça veut dire qu'on fait quoi? On ne fait pas de fee sharing comme beaucoup de protocoles font. On n'est pas là pour permettre à des gens de récupérer des dividendes. Oui, le protocole a un but lucratif, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout redistribuer continuellement à être réutilisé dans le protocole. Donc en fait, à la place d'avoir des fee sharing, vous allez toucher des espèces de bons qui vous permettent d'avoir de l'influence gratuitement ou à très forte réduction. Et en fait, ça nous permet de créer du volume. Et de l'autre côté, ça permet à des gens de s'aligner avec nous. Et donc, qui va s'aligner avec nous? Des gens qui veulent participer en gouvernance. Et c'est comme ça qu'à partir de là, on va pouvoir construire toute l'économie de la gouvernance et de la participation. Donc on a fait ce qu'on appelle la phase 1, qui est la phase de prêt de droit de vote. On a une phase 2 qui va être beaucoup plus consacrée en fait, à fournir de la donnée beaucoup plus qualitative.
Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il n'y a pas juste une DAO avec 1500 personnes qui gouvernent. Vous avez une DAO avec 1500 adresses. Parmi les adresses, vous allez avoir plein de sub-DAO qui vont contrôler des grosses parts. Donc c'est ce qu'on voit beaucoup sur Curve. Et donc en fait, ça devient de moins en moins compréhensible. Parce qu'en fait, vous avez des tribus qui sont en train de se battre dans chaque gouvernance. Et il faut être capable de lire concrètement ce qui se passe dans chaque tribu. On a de la chance par contre, parce que tout est open source. Tout est en temps réel. Ça veut dire qu'on est capable de tout lire en temps réel et de le redistribuer de manière digestive. Et donc, c'est un peu le but de ce qu'on va construire ensuite. Et à partir de là, ça va nous permettre de créer des agrégateurs de gouvernance qui vont permettre de comprendre très rapidement quel est le chemin le plus pertinent pour gagner un vote. Ou en tout cas pour optimiser vos émissions. Et en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on a une base de données. Et donc nous, on peut construire ce qu'on veut faire en coordination dessus. Donc Paladin, c'est ça. Paladin, c'est comment est-ce qu'on prend ce chemin pour créer un système de coordination qui va permettre aux gens d'être capables de trouver leurs points communs et de créer des actions de gouvernance très rapidement. Et c'est un chemin qui va nous prendre des années, on en est conscient, mais c'est ce qu'on veut construire. Donc en fait, on va résumer très vite. Aujourd'hui, on est clairement dans une phase d'exploration. On fait du prêt de droit de vote. C'est pas notre finalité. On pense que ça va être quelque chose à grand rendement parce que c'est très cohérent par rapport à la phase spéculative. Mais il y a une vraie phase d'exploration au sens où tout est à découvrir. On veut permettre aux contributeurs de devenir des bénéficiaires principaux de ces systèmes. Donc en fait, on veut redistribuer cette richesse-là, cet accès au pouvoir aux personnes qui vont s'aligner avec nous, qui seront donc ce qu'on appelle des gouverneurs. Et on veut devenir un commun de la gouvernance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Paladin, ça n'a pas vocation de devenir une grande entreprise, ça a vocation de devenir un grand ensemble qui va permettre au plus de gens possible d'entrer dans la gouvernance et de participer. Si en fait, tous, vous êtes ici et vous dites j'aimerais bien passer en Web3, si vous ne l'êtes pas déjà, je cherche des opportunités, vous allez regarder, faire participer à des core teams. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, là où il y a le plus d'opportunités aujourd'hui, c'est de travailler pour des DAO à temps partiel. Donc écrire pour eux, faire des analyses, de la communication, du marketing, analyse de trésorerie. Ok, soit ça paye pas, soit ça paye trop. Il y a plein de gens qui cherchent comment est-ce que je peux pérenniser et travailler en gouvernance. Et nous, on veut participer à ce mouvement-là et pousser les gens à le faire. Donc voilà, je voulais m'arrêter là-dessus. Ce qui est très important de comprendre, on recrute aussi chez Paladin comme ça. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous sur Twitter, sur Discord. C'est qu'il y a une vraie économie de la gouvernance qui est en train d'apparaître autour des contributeurs. C'est probablement la deuxième plus grosse ressource en crypto qui va être la plus recherchée. Parce qu'en fait, une core team, ça travaille 5, 10, 15, 20 ans sur un projet. Mais on est censé créer des smart contracts immutables qui doivent durer des centaines d'années. Et donc en fait, si on veut vraiment qu'ils tiennent, il va y avoir besoin de gens qui vont prendre la relève. Et ça, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Ouais, j'ai quelques goodies, donc pas beaucoup. Hein. Sur les premières questions, les plus pertinentes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous donnerai quelque chose en échange. Bonjour, merci. C'était du petit lait. C'était super agréable à entendre. Alors, j'ai une petite question, mais la pyramide à la fin répond un petit peu à ça. Tu as commencé l'introduction par le côté, l'important, c'est de leverage un petit peu l'activisme en gouvernance. Mais finalement, si jamais tu construis une place de marché où n'importe qui peut acheter et vendre de façon ouverte, les trust funds qui veulent réussir à faire aller des décisions dans leur sens peuvent aussi le faire. Oui, mais alors, c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut permettre à tout le monde de le faire et pas empêcher certains acteurs de le faire. Nous, avec Paladin, on se positionne vraiment sur une couche qui est neutre, et donc en fait, notre idée, c'est de dire tout le monde peut le faire. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les barrières d'entrée, on n'érige pas des barrières. Pardon, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu veux quelque chose? Alors, j'ai un bonnet ou un t-shirt? Ou j'ai le tote bag? Le t-shirt. Ah, ils viennent d'Yves Denver, c'est une édition limitée, il n'y en a plus. Hein. C'était le dernier. Ouais, si on devait faire un résumé très simple, la façon dont moi je vois les choses, mais j'ai probablement tort, imaginons il y a l'Assemblée nationale et du coup on peut acheter le système politique. C'est à ça que ça revient, si on doit s'en faire une représentation très simpliste. Alors, et j'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Moi je dirais que c'est mauvais. Je vais me positionner. Il y a une raison pour laquelle on fait de la gouvernance financière. Il y a un petit détail que vous avez omis. C'est que les actions, on peut les acheter, les jetons de gouvernance. Est-ce que vous pouvez acheter des délégués, des députés? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marché pour acheter des députés? Nous, ce qu'on permet, c'est de fluidifier en fait quelque chose qui existe déjà. Si vous savez comment acheter des députés, notamment européens, je pense qu'il y a beaucoup de projets crypto qui sont intéressants en ce moment. Hein. J'avais une question sur la rémunération en fait que vous donnez. C'est rémunérant en quoi? Alors,
Quand vous dites vous parlez du protocole ou des Oui, dépositaires? Le protocole. Alors, le protocole redistribue aux gens qui déposent en jetons de gouvernance, c'est-à-dire qu'en fait, on leur fait auto-compound leur dépôt. Et le protocole en lui-même, il prend, ça va dépendre des applications, en général entre 4 et 5% des intérêts qui sont versés aux dépositaires. Donc c'est comme ça qu'il engrange sa trésorerie en fait, de jetons de gouvernance. Est-ce que j'ai répondu à la question? Vous déposez des AV ou des comp ou des jetons unis dans le protocole, quelqu'un va les emprunter et en fait il paye son emprunt en AV, comp ou uni. Et donc vous récupérez le même jeton. Et donc si vous avez déposé 100 jetons et vous avez toujours 2% d'APR sur l'année, vous en aurez 102 à la fin. Merci pour la présentation, c'était très clair. Je me demandais du coup comment se rémunère Paladin à ce niveau pour pouvoir durer à l'infini. Alors, Paladin, ce que je disais juste avant, c'est qu'on prend 4 ou 5% sur les intérêts des emprunts. Ça, c'est la première partie, et en fait, ce qu'on appelle le premier bloc de rémunération de Paladin. On va en avoir pas mal. La deuxième, c'est qu'en fait, on contrôle quasiment toute la liquidité aujourd'hui. On va avoir volonté de se diversifier du jeton, qui est sorti il y a 4 jours. Donc, c'est vraiment nouveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on touche en fait tous les rendements de la spéculation. Et en fait, on a fait notre tokenomics de certaine manière qu'en fait, il y a une couche de spéculation, qui est le jeton PAL, Paladin, et après, il y a une couche de participation où vous devez staker ou locker votre token et qui en fait est non liquide ou très peu liquide. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les gens qui sont là pour spéculer autour du token, ils ont totalement le droit de le faire et par contre ils vont payer des frais et ils vont les payer à la DAO. Super, merci. Bonjour, merci Romain, c'était très clair. Moi j'ai juste une question peut-être un peu inquiète. On entend parler en ce moment d'ultra crédit, parianisme, je crois que c'est ça le terme, qui est l'émergence d'un courant où chacun a un avis sur tout. Comment vous amenez en fait les gens à se faire une culture en matière de gouvernance ou à choisir leurs délégués? C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on se pose tous les jours. Tout le monde a un avis, on le voit sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que ça va se faire par la transparence, au sens où la force de la blockchain et de la crypto en général, c'est que tout est transparent. Donc en fait, on ne peut pas mentir. Au sens où on voit ce que les gens pensent, on voit ce que les gens ont voté, et en fait, quand on a fait une erreur, quand on a trompé quelqu'un, quand on a pris une mauvaise décision, c'est indélébile. Et donc, il va falloir mettre en valeur le track record de ces personnes qui participent en gouvernance. Donc on peut savoir à quel point quelqu'un a participé, on peut savoir sur quoi il a voté. Et éventuellement même, on peut savoir sur pourquoi il a voté, si on creuse suffisamment. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais il y a clairement une faiblesse, et c'est le problème d'Internet, c'est qu'à force de donner la parole à tout le monde, très rapidement, et encore plus en anonymat, et ben en fait on permet de démultiplier le bruit. Donc il y a besoin d'un véritable de concentration. Je ne sais pas si c'est nous qui le ferons, pour être honnête, parce que c'est un travail titanesque, et c'est probablement d'autres entreprises qui devront prendre le relais, ou d'autres projets, d'apprendre à distinguer vraiment on va dire l'alpha, la qualité par rapport au bruit. Bonsoir Romain, merci pour ta présentation. Alors j'ai une question qui est presque d'ordre philosophique. Est-ce que tu penses que tu pourrais en fait coder ou mettre dans ton protocole un système un peu d'osmose, si j'ose dire, qui permettrait de stabiliser les valeurs que tu penses vouloir défendre automatiquement sans dépendre d'humains pour les décennies et les siècles à venir, comme tu en as parlé? Alors, j'aimerais, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, des valeurs, c'est des choses qui sont purement humaines, donc on ne peut pas les quantifier par du code. Alors, je me trompe peut-être, je ne suis pas ingénieur, je suis financier, je suis juriste. Donc moi j'estime qu'il y a des choses qui peuvent être faites que par l'homme. Et en fait, si on pouvait faire ce que vous êtes en train de dire, eh bien il n'y aurait tout simplement pas besoin de gouvernance à un certain degré, c'est-à-dire qu'on serait capable de le faire automatiquement par de la machine. Après, il y a quelque chose dont il faut être conscient, je vous ai parlé de contrôle algorithmique tout à l'heure, c'est très important, on va vers un monde qui ressemble à celui de Matrix, au sens où on est en train de donner de plus en plus de contrôle à l'économie, à la politique, à la décision, à des algorithmes. Donc il faut savoir, et ça c'est notre travail, nous, en tant que développeurs, que constructeurs de projets, quelle est la limite entre ce qu'on veut donner à des algorithmes et ce qu'on veut donner à des hommes en tant que contrôle. Et donc c'est là que la gouvernance intervient, parce qu'en fait la gouvernance c'est l'équilibre entre l'algorithme et l'homme. Salut Romain, merci beaucoup pour ta présentation. Alors j'ai deux petites questions. En quoi Paladin se distingue vraiment de StakeDAO, par exemple avec les liquid lockers? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous comptez vous développer un peu cross-chain sur là où il y a d'autres jetons de gouvernance? Je pense à Polygon, mais ça peut être d'autres chains. Voilà. On va commencer par la réponse facile. On ne sera pas cross-chain, on sera multi-chain.
C'est pas pareil. La différence, c'est que cross-chain, en fait, il y a des liens entre les deux. Multi-chain, c'est qu'on crée des systèmes miroirs. C'est beaucoup plus résilient en termes de sécurité. En tout cas, moi, mon cofondateur est très strict en termes de sécurité. Il nous a dit cross-chain jamais. Donc j'essaie de faire la différence. Pour ce qui est StakeDAO, alors nous, je ne nous vois pas du tout comme concurrents. Au contraire, je pense qu'on a une relation extrêmement symbiotique avec eux. Parce qu'il ne faut pas voir Paladin comme un vortex qui veut avoir les jetons de gouvernance. Il faut voir Paladin comme un Lego monétaire qui en fait va permettre de les valoriser. Et donc en fait, on peut avoir beaucoup plus de cordes à notre arc en utilisant un SDCRV qu'un VECRV par exemple, parce qu'il est liquide, parce qu'on peut l'utiliser comme collatéral pour faire des prêts, etc. Donc nous au contraire avec Stake, on aimerait avoir un liquid locker pour notre token par exemple, on aimerait pouvoir les intégrer directement dans notre protocole et on accueille au contraire cette innovation avec énormément d'intérêt parce qu'on pense que ça peut énormément contribuer à cet écosystème là. Après, et ça il faut faire très attention, les tokens comme ils ont été conçus, c'est-à-dire les VE tokens, ils étaient censés être non transférables. Parce que Convax a créé en créant un dérivé qui le rendait transférable. C'est un peu la boîte de Pandore qui a été ouverte et tout d'un coup en fait le système de gouvernance marche moins bien grâce à ça. Donc ça l'abîme. Nous on fait très attention avec tout ce qu'on fait avec Paladin et les projets qu'on intègre, en fait créer le plus d'interactions potentielles positives. Je suis pas convaincu qu'avoir rendu ces tokens liquides là l'aide, mais c'est fait, on peut plus revenir en arrière, donc autant faire le mieux avec ce qu'on a.